La rétrospective revient aujourd'hui sur les points saillants qui ont donc marqué les secteurs de la santé et de l'environnement entre épidémie et inondation. 2025 était une année charnière qui a fait perdre le sommeil à certains. Anoush Kaba revient sur ces moments. Alors, comme vous le savez, l'année 2025 a été une année remplie d'innovations dans le domaine de la santé, notamment avec le développement de la radiologie interventionnelle qui permet désormais de traiter des pathologies très complexes telles que la cardiologie et l'oncologie. La greffe de la moelle osseuse a été également une grande prouesse pour le Sénégal. Autant d'innovations qui ont révolutionné le secteur de la santé, mais nous avons connu également des épidémies comme la fièvre de la vallée du Rift ou encore Mpox. Et nous en parlons avec Ramata Dema. Dans le domaine de la santé en 2025, Bill Gates, via sa fondation, a signé un partenariat stratégique de plus de 10 millions de dollars, soit 5 milliards de francs CFA en septembre 2025, pour soutenir le New Deal technologique du président Bassirou Diomaye Faye qui vise le développement d'une identité numérique universelle, un hub d'intelligence artificielle pour la santé et l'agriculture et améliorer la transparence. Dr Ibrahima Socéfal a pris cette année les rênes de l'Institut Pasteur, c'était en juillet, engagé dans la santé en Afrique et dans le monde, médecin militaire et expert sénégalais en santé publique. Dr Ibrahima Socéfal était le candidat du Sénégal pour la direction régionale de l'OMS Afrique en 2024. Pour cette année 2025, il y a eu de moins bonnes nouvelles avec l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui a fait son apparition en septembre, le 21 précisément à Saint-Louis. Le bilan, 500 cas humains confirmés, 457 guéris, 31 décès avec plus de 15 400 prélèvements réalisés. Alors qu'en août déjà, les autorités cherchaient à stopper le Mpox, premier cas enregistré le 19 août, une situation maîtrisée avec 0 décès. On peut également noter l'organisation à Médina Yoro Fula d'un premier camp médical avec l'hôpital de campagne militaire qui a permis de prendre en charge des milliers de patients dans ce désert médical. Et pour la prise en charge de certaines pathologies, beaucoup de belles innovations notées pour cette année 2025 avec le démarrage des travaux de construction du nouveau centre national d'oncologie de Dakar financé par la Corée du Sud. Coût total, plus de 55 milliards de francs CFA. La radiologie interventionnelle en 2025 a révolutionné la prise en charge des AVC au Sénégal avec l'angiographie carotidienne qui va réduire de façon conséquente les séquelles d'AVC. Autre innovation, l'implantation percutanée de valves aortiques sur une patiente de plus de 80 ans. Grâce au professeur Mohamed Cherif Mboup et de toute son équipe. D'autres bonnes nouvelles pour l'année 2025, le lancement en mars à Dalal Jamm de la première autogreffe de moelle osseuse réalisée par le professeur Fatou Samba Ndiaye. Le Sénégal enregistre pour cette année l'élimination du trachome, validé par l'Organisation mondiale de la santé grâce à la stratégie Chance. Le programme élargi de vaccination a connu une évolution avec l'introduction de l'hexavalent le 1er juillet et qui offre une protection contre 6 maladies graves. Et le Sénégal qui obtient son premier label argent avec mention spéciale par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Une consécration qui récompense le travail de l'équipe de l'hôpital de Touba dans l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des hôpitaux. Pour rester en bonne santé, nous avons besoin d'être dans un environnement sain. Cette année, les journées de l'arbre et de reboisement ont marqué un tournant décisif dans notre volonté commune de sauvegarder notre cadre de vie face aux défis climatiques. Cependant, nous avons vécu des épisodes sombres et pénibles avec notamment les nombreuses inondations, la crue du fleuve Sénégal ou encore la houle dévastatrice. Ibrahima Pabidjejou. Sur le plan environnemental, la COP30 de Belém au Brésil aura été le plus grand événement planétaire qui a marqué l'année 2025. Cette rencontre s'est achevée avec un bilan mitigé. La volonté de tripler le financement climatique d'ici à 2035 a été exprimée par les pays développés, mais sans précision claire sur un délai et la faisabilité. Au Sénégal, les phénomènes de la crue du fleuve Sénégal ont encore causé des désagréments aux populations habitant le long de la vallée du fleuve Sénégal. De Bakel à Matam, en passant par Kidira, de nombreuses maisons ont été touchées, des champs de culture endommagés, des écoles envahies jusqu'en novembre. Certains sinistrés ont trouvé même refuge
sur les terrasses ou dans les écoles. À Matam, des localités comme Tiguéré, Djamel et Djorbivol ont été complètement coupées du reste du pays. Pour s'approvisionner en nourriture ou pour évacuer des malades, ces populations ont vécu un calvaire indescriptible. Dans la capitale sénégalaise, les inondations ont impacté également des quartiers comme Parcelles Assainies, mais aussi Thiaroye-sur-Mer, nécessitant le déplacement du chef de l'État. Kounoun et Touba ont été fortement affectés par ce phénomène. Auparavant, c'est la mer qui avait déversé sa colère sur les riverains de la baie de Han. À l'origine, un phénomène météorologique. Le Salon international sur le climat, tenu à Dakar, et le MSGBC ont aussi rythmé cette année 2025. Auparavant, c'est la Journée nationale de l'arbre ainsi que le lancement de la campagne nationale de reboisement qui ont marqué les esprits. Comme pour impulser une dynamique nationale, le chef de l'État et le Premier ministre étaient au premier rang de ce combat pour l'environnement. Alors, notre destination aujourd'hui sur la carte nous emmène dans le sud, en Casamance précisément. Il y a un an était lancé le plan Diomaye pour la Casamance qui a permis le renforcement des opérations de déminage et le retour de certaines populations déplacées. Sur le plan économique, un vent d'espoir souffle désormais sur la filière cajou. La réouverture du marché Tilène redonne vie au commerce. Le point en région avec Abdoulaye Simkaré. La fin de l'année 2025 a été marquée par la tournée économique du président de la République dans la région. Une visite qui lui a permis de poser beaucoup d'actes comme le lancement de l'extension du site de l'Agropole Sud. Ce déplacement intervient 2 mois après l'an 1 du plan Diomaye pour la Casamance, un programme doté de 53 milliards de francs qui vise à accompagner le retour des populations déplacées par le conflit. Au plan économique, un vent d'espoir souffle sur la filière anacarde. En mai 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce annonçait lors d'un CRD spécial une dizaine de mesures visant à développer la filière cajou. Les acteurs économiques ont aussi vu l'inauguration du marché Tilène après plusieurs années de chantier suite à un incendie. La desserte maritime Dakar-Ziguinchor a repris après près de 8 mois d'arrêt. Le Boucoute de Tchobon a été l'événement culturel phare de l'année 2025, plus de 40 ans après la dernière initiation dans ce village. Ziguinchor a accueilli cette année le drapeau du chef de l'État en lutte, remporté par Kaolack face à Dakar. 2025 a aussi été marqué par la disparition de grandes figures de la vie publique comme l'architecte Cheikh Ngom et Ankilin Diaboune, considéré comme l'un des plus grands judokas africains de l'histoire. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons vécu une année de défis et de résilience pour la santé et pour l'environnement au Sénégal. Et nous allons tout de suite revenir sur les faits et les priorités pour 2026 avec notre invité pour ce deuxième numéro. Et il s'agit du professeur Cheikh Mbow que j'invite justement à me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir professeur et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Madame Fall, je suis très heureux d'être ici pour échanger sur les questions d'environnement et de santé. Alors professeur Cheikh Mbow du Centre de suivi écologique, les inondations de cette année et la crue du fleuve Sénégal notamment ont fortement impacté notre pays. Qu'est-ce que ces deux événements révèlent sur notre vulnérabilité climatique ? Merci pour la question. Je pense qu'il faut déjà retenir que la santé et l'environnement sont deux paramètres intrinsèquement liés. Les déterminants de la santé sont d'abord et avant tout des déterminants environnementaux. Ce qui nous rend malades, c'est ce que nous buvons, l'air que nous respirons et ce que nous mangeons. Et si vous rajoutez à cela les agressions extérieures comme la pollution de l'air, les vagues de chaleur et ces crues, comme vous l'avez évoqué dans la vallée du fleuve Sénégal, vous allez voir en cascade des séries de conséquences sur la santé humaine. Et justement sur la crue du fleuve Sénégal,
on sait que l'eau qui stagne est toujours portrice de maladies, que ce soit le paludisme, la dengue ou bien la fièvre de la vallée du Rift. C'est une série de maladies en fait virales ou infectieuses qui peuvent affecter les hommes et les animaux en même temps. C'est ça. On a également vu cette année le retour au reboisement avec notamment les journées de l'arbre qui ont été organisées dans tout le Sénégal. Ces journées sont désormais inscrites dans l'agenda citoyen, on peut le dire comme ça. Mais est-ce que ces initiatives citoyennes, justement, peuvent aider à faire face à l'ampleur des dégâts climatiques quand même ? Déjà, pour ce qui concerne les impacts climatiques, l'arbre a un grand potentiel pour répondre à une panoplie d'impacts environnementaux ou climatiques sur la séquestration du carbone, sur les services écosystémiques, sur le cycle de l'eau, mais surtout sur le recyclage d'un certain nombre de paramètres comme l'oxygène et le cadre de vie. Donc l'arbre est fondamental, la productivité primaire est portée par les végétaux et toutes les autres productivités dépendent de cette productivité primaire. Donc du point de vue principe, il faut l'admettre comme ça. Et c'est presque une axiome de dire que ces questions de productivité et d'arbres sont intrinsèquement liées aussi à la santé. C'est pourquoi la santé animale, la santé humaine et la santé des écosystèmes sont reconstituées dans un même corpus qu'on appelle le One Health, qui est déjà promu par beaucoup de grands chercheurs comme Eva-Marie Courcette et qui va constituer un leitmotiv pour tout programme environnemental dans le futur. Et justement, revenant sur le reboisement, il faudrait peut-être considérer un plan pour les 45 départements, des plans vraiment spécifiques au niveau départemental pour faire des reboisements sur toute l'année, pas seulement la saison des pluies. L'arbre n'attend pas la saison des pluies pour grandir et essayer de plébisciter les meilleurs résultats. Et c'est là où l'engagement citoyen dont vous parlez, à travers les associations, la société civile, et sous le couvert de la Grande Muraille Verte et la direction des eaux et forêts, on pourrait arriver à avoir un rattrapage du point de vue du déficit des forêts qui est en train de subir un grand coup, particulièrement dans la partie sud du Sénégal. Alors, professeur, est-ce que ces dégradations de l'environnement que nous connaissons ont un impact direct sur la santé des populations? Absolument. Beaucoup d'impacts directs déjà. Vous l'avez vécu, nous l'avons vécu. Les vagues de poussière qui ont eu lieu à Dakar ont créé beaucoup de problèmes du point de vue des maladies respiratoires, etc. On a des vagues de chaleur qui atteignent beaucoup les femmes enceintes, mais aussi les personnes âgées et qui causent beaucoup de problèmes sur les pertes d'heures de travail. Parce que quand les gens font des travaux laborieux en dehors des bâtiments, ils sont exposés à la chaleur. Il a été estimé que c'est des milliards de dollars à travers le monde qui sont perdus à cause de ces vagues de chaleur. Donc, mais ces conséquences directes peuvent être liées à d'autres conséquences indirectes. Quand il y a inondation, il y a des pertes de culture. Dans la vallée du fleuve Sénégal, des cultures ont été ravagées et quand les gens ne mangent pas bien, évidemment, ça a un impact sur la santé. Des impacts indirects sur la santé des animaux, parce que la santé animale, la santé humaine, la santé des écosystèmes, comme je l'ai dit, sont des paramètres qui sont liés et ces conséquences en cascade peuvent coûter beaucoup d'argent. Et on l'a vu justement avec la fièvre de la vallée du Rift. Absolument. Beaucoup d'investissements, mais il faut beaucoup plus d'anticipation parce que quand un fleuve a une crue 2 fois de suite, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui stagne dans des bassins de rétention ou des bassins de décantation. Et quand l'eau stagne, il faut préparer des conséquences sur la santé. Donc le fait de saupoudrer, le fait de préparer des vaccins, etc., ça fait partie de la lutte. Il y a des troupeaux qui sont des troupeaux sentinelles, mais il faut les suivre bien avant l'avènement des crues pour pouvoir avoir un peu des indicateurs paramétrés sur les risques de maladies dont les populations sont exposées au quotidien. Donc le travail, il est multisectoriel. La question de la santé n'est plus une question du ministère de la Santé seulement et de l'hygiène publique. C'est des questions de transport. La pollution expose les communautés à des produits toxiques. La gestion des déchets, le ministère en charge de l'hydraulique, le ministère en charge de l'environnement. Et cette approche plus multisectorielle au sein de One Health est en train d'être promue à travers le ministère de la Santé que je salue et qui est en train, avec des financements venus de l'étranger, de fédérer tous les efforts pour que les gens puissent faire des fertilisations croisées et échanger des idées sur la gestion, disons, permanente de ces crises sanitaires qui vont être de plus en plus nombreuses. C'est ça. Alors, professeur, quand on parle également de défis climatiques, de changement climatique, on met toujours en avant 2 notions principalement, l'adaptation et la résilience. Mais est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment préparé à ça? Oui, l'adaptation et l'atténuation plus. Mais la résilience, c'est la conséquence de tous les efforts que vous faites pour que les populations puissent survivre sous les risques climatiques et les aléas que nous avons au quotidien. On peut suivre à tout ça, mais il y a un grand hic.
ces grandes questions climatiques dépassent les frontières du Sénégal. Et ça se négocie au niveau des conférences des partis. On venons de célébrer les 10 ans de Paris, mais Paris n'a pas été paramétré pour une population africaine de 1,4 milliard de personnes. On était 800 millions en 2015, on est 1,4 milliard. Regardez la proportion de personnes vulnérables qui émanent de ces populations, qui sont agriculteurs, qui sont pêcheurs, qui dépendent de la productivité primaire, mais qui n'ont pas les moyens de survivre aux impacts des changements climatiques. Et on peut y arriver, il faut mobiliser les financements. Le plaidoyer a été fait à Belém, notre ministre de l'Environnement l'a fait, pour tripler un peu tous ces financements pour l'adaptation, avec une contribution indirecte sur l'atténuation, parce que l'adaptation, c'est notre priorité. Et il faudrait que les politiques publiques soient sensibles aux effets des changements climatiques, mais il faut surtout une approche communautaire, parce que l'adaptation, elle est locale. C'est ça. Merci beaucoup, professeur Cherbo, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes du comité de suivi écologique. Merci d'avoir été avec nous pour ce deuxième numéro de la rétrospective de l'année 2025, justement consacrée à la santé et à l'environnement. C'était un plaisir d'être ici et bonne année à la RTS et à son directeur général. Merci, bonne année à vous aussi par anticipation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro et bien sûr, ce sera avec d'autres secteurs. Merci à tous.